OK. Donc, comme on vient de montrer, on est actuellement capable de créer un tableau qui contient 1179 immeubles. Maintenant, notre objectif, ça va être de le remplir parce que ce tableau-là, pour l'instant, il est complètement vide. On sait que pour parcourir un tableau à une dimension, ben, ça nous prend une book for. Donc, je vais avoir besoin d'une variable i pour parcourir mon tableau à une dimension. Ici, je pourrais limiter ma boucle for avec la variable taille ou encore avec un ubound. Ça n'a pas d'incidence, les deux vont me donner exactement la même valeur. Et mon objectif ici, ça va être de transférer une donnée qui est dans la page immeuble à l'intérieur de mon tableau. Fait que la première case du tableau provient de la troisième ligne. Puis la deuxième case du tableau va provenir de la quatrième ligne. Et là, ben, comme je vous ai montré en révision, ici j'écris tout le temps 3 ou 4 répétitions pour bien voir le lien entre mes indices de boucle et mes autres positions. Donc ici, la troisième case du tableau va provenir de la cinquième ligne. J'aime bien aussi écrire la dernière répétition. Ça m'assure que la relation, elle est vraie jusqu'à la fin. Donc, la 1179e case va provenir de quelle ligne dans mon tableau Excel? Ça va provenir de la 1182e ligne. 1181e ligne, pardon. Ici, on le voit bien. Le dernier immeuble est sur la ligne 1181. Au début, il y a un décalage de 2 unités entre le numéro de case où je veux faire mes écritures et le numéro de ligne où je veux faire mes lectures. Au milieu, il y a un décalage de 2 unités entre le numéro de case où je veux faire mon écriture et le numéro de ligne où je veux faire ma lecture. Puis à la fin, bien, ce décalage-là, il n'a toujours pas changé. Entre mon i et mon numéro de ligne, il y a 2 unités de décalage. Alors, on peut aussi prendre le temps de se définir une variable qui va représenter le numéro de ligne où on va faire nos lectures. Je sais ici que le i est associé à mon tableau parce que j'ai limité ma boucle en fonction du tableau. Donc, le i sert à écrire dans le tableau. Puis, je vais aller faire une lecture de mes données à un certain numéro de ligne. Et comment est-ce que je fais pour faire passer mon i à mon numéro de ligne? C'est en y additionnant 2 unités. Et pourquoi 2 unités? C'est parce qu'on a 2 lignes d'entête au niveau de notre programme. Ce n'est pas un hasard. Si ici, j'avais eu 4 lignes d'entête, il aurait fallu que je fasse plus 4. Si j'avais eu juste une ligne d'entête, il aurait fallu que je fasse plus 1. Donc, en fait, je peux me servir de ma constante pour représenter le décalage ou l'adaptation qui existe entre mes numéros de case et mes numéros de ligne. Et finalement, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire cette fonction-là de lecture. On sait que c'est une fonction parce que c'est placé à droite d'une assignation. Tableau est une expression courante qui représente plusieurs immeubles. Quand j'ajoute parenthèse, i parenthèse, je choisis un seul immeuble. Donc, le type qui est à gauche de mon assignation, c'est un immeuble, ce qui veut dire que la fonction lire doit retourner un immeuble. C'est logique, celui sur le numéro de ligne qu'on tente de lire. Alors, la fonction lire reçoit en paramètre un entier qui représente le numéro de ligne et retourne un immeuble pour avoir un type cohérent avec sa valeur de retour. Comme on le fait depuis maintenant 2 mois, on se définit un résultat qui a le même type que notre valeur de retour. On l'associe au nom de notre fonction et on va vouloir commencer à remplir ce résultat-là. Donc, lorsqu'on débute le programme, mon i ici vaut bel et bien 1.
ce qui me permet de créer la ligne numéro 3. Donc, je suis en train d'écrire des données dans la première case de mon tableau. Ces données-là vont provenir de la troisième ligne d'Excel. À date, tout est cohérent. Je vous ai montré déjà comment aller faire la lecture d'une valeur dans Excel. Okay, donc ça ici, cette instruction-là me permettait d'aller lire l'adresse de mon immeuble. Mais cette fois-ci, la variable valeur lue, elle n'a plus vraiment de sens parce que ce que je veux faire, c'est remplir le résultat qu'on vient de définir. C'est remplir l'immeuble que j'ai à retourner. Donc, résultat est une donnée complexe. Je peux écrire un champ à la fois à l'intérieur. Avec un point, je peux aller choisir le bon champ à remplir. De cette manière-là, ici, on est capable d'aller... ça ici, ça s'appelle numéro de ligne. On est capable d'aller récupérer une donnée qui est sur la troisième ligne, deuxième colonne, donc mon adresse rue Plantagenet, et le placer au niveau de ma variable résultat. J'ai juste une donnée qui a été insérée dans mon résultat. Il va falloir que je fasse les 6 lectures séparément. Donc, dans la première colonne, on retrouve les ID de cadastre. Donc, on ne va pas écrire ça dans notre adresse, on va changer de champ. On va venir écrire ça dans l'ID. Si on effectue cette première lecture, on va retrouver le numéro 95 40 58 qui se définit au niveau de notre ID. Le nombre de logements est dans la colonne C. Donc, j'ai juste besoin de changer mon champ ici. Je vais modifier le nombre de logements en fonction de la même ligne, mais cette fois-ci la troisième colonne, la colonne des logements. Suite à cette troisième lecture-là, on voit que j'ai été capable de charger le 1. Puis en fait, il faut juste faire les 6 instructions de la même façon. On va aller lire successivement le nom de notre propriétaire, ensuite son adresse, finalement l'arrondissement dans lequel le logement est situé. Et donc, il va falloir qu'on change de constante à toutes les fois pour aller faire les lectures aux bons endroits. Donc, on va aller chercher le nom du propriétaire, son adresse, puis l'arrondissement. Donc, suite aux 3 prochaines lectures, on est allé récupérer la Fondation pour la culture et l'éducation. C'est ce qui était bel et bien dans la colonne D. Dans la colonne E, on a Sherbrooke-Ouest. Sherbrooke-Ouest, c'est bon. Dans l'arrondissement NDG, ça marche très bien. Quand on inscrit le résultat au niveau de notre nom de fonction, il se transfère dans le tableau ici. À quelle position? La valeur, on était rendu dans le I. Donc, ma première case a été remplie avec les données qu'on avait été récupérées dans la fonction lire. Quand le I change grâce au next, on est en train de lire, de vouloir écrire dans la deuxième case les données qui proviennent de la quatrième ligne. Donc, ici, on se rappelle que c'était l'avenue Wiseman. Ça, c'est bon. Notre propriétaire a l'air d'habiter à la même place. C'est vrai. Et donc, ça, c'est dans Outremont. On a le bon nombre de logements, on a le bon numéro de cadastre. On peut le voir ici. Donc, 95-42, ça marche. Et donc, les données sont correctes. Même chose pour la troisième ligne. Fait que, je roule tout le temps les 2-3 premières itérations moi-même. Avenue des I, c'est vrai que c'est à Montréal-Nord. Ça a l'air d'être le bon propriétaire. Effectivement, M. Morena, ou Mademoiselle Morena plutôt. Et si on roule la boucle au complet, on va remarquer que de un, ça n'a pas crashé, c'est une excellente nouvelle. Et à la fin, on devrait retrouver dans les dernières cases les données qui étaient à la fin complètement de notre tableau. Donc ici, dans la case 1179, on a un immeuble rue Jules Poitras, ce qui est la dernière adresse listée dans notre feuille Excel. Avec Ramco, ça marche. On peut même aller voir la case d'avant. On a Homer Lavallée, ça c'est bon. Investissement immobilier, CCSM. Ça a l'air d'être tout à fait valide. Puis finalement, quand on transfère le tableau au niveau de notre nom de fonction,
dans notre programme principal, on est aussi capable de le récupérer dans notre liste d'immeubles. Puis, on a toutes les données qui se sont transférées correctement au niveau du programme principal.